Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. L'AMAD mondiale s'est réunie en principauté pour son assemblée générale, l'occasion de faire le point sur les actions engagées et les projets à venir. Le collège François d'Assise Nicolas Barré a organisé des journées portes ouvertes ce jeudi. Il s'agissait d'une découverte des lieux pour les futurs collégiens. Nous nous rendrons à la Maison de l'Amérique latine à la découverte des œuvres de l'artiste brésilienne Cristina Oiticica. Et enfin, l'AS Monaco se déplace à Rennes samedi pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Dans ce journal, la conférence de presse d'avant-match. Mais avant de développer ces titres, le traditionnel conseil d'administration de la Fondation du Prince Albert II de Monaco, la première réunion de l'année, s'est déroulée, vous le voyez, ce vendredi à l'hôtel Hermitage. Lors de cette séance, les membres du conseil ont approuvé les comptes 2013 de la Fondation. Depuis sa création, plus de 26 millions d'euros ont été investis dans les projets soutenus par la Fondation. Actuellement, 57 sont en cours et 12 nouveaux projets ont été soumis aux membres du conseil d'administration, dont un projet en Haïti qui permettra de lutter contre l'érosion et de renforcer les ressources en eau par des opérations de reforestation, ainsi que la co-organisation à Monaco avec l'ONG Surfrider d'une conférence internationale sur les déchets plastiques dans les mers et les océans. Conseil d'administration pour la Fondation du Prince Albert II, mais en même temps, l'AMAD mondiale s'est réunie en principauté pour notamment son assemblée générale, l'occasion de faire le point sur les actions en cours et sur les projets à venir. Les explications de Patricia Navarro. L'an passé, l'AMAD mondiale célébrait ses 50 ans et le bilan de cette année anniversaire a été au cœur des 2 journées de conférences plénières organisées les 10 et 11 avril. Plus de 670 000 euros ont été affectés à des programmes de développement ou d'urgence à travers le monde l'an passé, l'aide d'urgence étant l'une des nouvelles orientations de cette association qui œuvre au service de l'enfance. Les participants de cette grande réunion de famille autour de son Altesse royale la princesse de Hanovre, présidente de l'AMAD, ont pu évoquer leurs projets de terrain respectifs. Et parmi les antennes les plus anciennes de l'AMAD mondiale, l'AMAD Monaco et l'AMAD Belgique sont aux côtés des plus jeunes pour les guider ou leur faire partager leur expérience. L'AMAD Belgique est en effet l'une des toutes premières antennes internationales à avoir vu le jour il y a 48 ans. L'activité de l'AMAD Belgique est très différente de celle de l'AMAD mondiale et de la plupart des autres AMAD d'ailleurs, parce qu'au fond, nous nous occupons de la pauvreté infantile en Belgique, et spécifiquement en Belgique. Donc, quoi qu'on en pense, en Belgique, il y a quand même une pauvreté. La Belgique est un pays privilégié, certainement par rapport aux autres, mais il y a quand même une pauvreté infantile assez importante, surtout dans certaines parties du pays. Et donc, nous essayons d'aider les jeunes, de leur procurer une jeunesse comme tout enfant devrait l'avoir. De nouveaux partenaires étaient également présents, à l'image des représentants de la Fondation Matres Mundi ou de la Fondation d'Auteuil. Les premiers interviennent en Éthiopie, les seconds à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où le taux de chômage atteint les 40% et où 80% de la population vit avec moins d'$1 par jour. On est vraiment sur un projet, on va dire, innovant, parce que là, on va s'attaquer avec l'AMAD au dernier maillon de la prise en charge de l'enfant en difficulté. Donc le premier maillon, c'est la rencontre plutôt dans la rue. Ensuite, il y a toute la prise en charge, que ce soit en milieu ouvert ou dans des centres d'hébergement, en passant par la scolarisation et la formation. Et on s'est aperçu qu'une fois avoir formé les jeunes, qui étaient jadis des jeunes de la rue, il se pose le problème de l'insertion professionnelle. Nous avons un grand projet pour une école et un hôpital materno-infantile au service de l'Afrique subsaharienne. Et ça monte beaucoup d'argent. Nous avons un grand problème, spécialement parce que dans ce moment, tous les gouvernements ont coupé beaucoup la coopération. Alors nous sommes demandés à toute la Fondation. C'est pour ce motif que nous avons demandé aussi à la Fondation AMAD mondiale et nous a répondu pour le moment, il nous a donné son support.
Ces nouveaux partenariats viendront s'ajouter à des programmes déjà existants et qui ont fait leurs preuves, comme au Burundi, où l'antenne locale de l'AMAD n'a cessé de se développer, en partant tout d'abord de la prise en charge de petits orphelins, avant de s'étendre à des programmes d'éducation et de réinsertion et à des projets de microfinance pour aider plus généralement les communautés d'où sont issus ces enfants qui ont perdu leurs parents. Le collège François d'Assise Nicolas Barré a ouvert ses portes ce jeudi à tous les futurs collégiens. Il s'agissait de la découverte des lieux, mais également de la présentation de la spécificité de l'établissement. Vanessa Dessy vous en dit plus. Faire découvrir son futur établissement avant les craintes des premiers jours, telle était la mission des collégiens d'FANB. Durant une journée, les élèves et les professeurs ont présenté leur programme, méthodes pédagogiques, nouvelles technologies et particularités de chaque matière aux futures classes de 6e. Un événement annuel d'une grande importance. Je pense que cibler l'originalité réside dans le fait que la découverte passe par une visite guidée par des élèves pour les futurs entrants. C'est-à-dire qu'on les met dans une situation où ils vont pouvoir poser des questions à des élèves qui ont déjà testé pour eux. Donc ils vont pouvoir leur poser des questions, ils vont pouvoir avoir des réponses qui sont très spontanées et qui leur permettent vraiment, je dirais, d'enlever toute appréhension sur la fameuse entrée en 6e qui pour beaucoup, aussi bien pour les élèves que pour les parents, est une grande épreuve au passage du secondaire. La motivation vient de nous, mais au fil des années, la motivation vient aussi des élèves. Nous avons cette année une affluence concernant les élèves qui veulent faire visiter, qui veulent faire connaître leur établissement. Nous avons 75 petits élèves qui se sont présentés spontanément pour venir faire découvrir leur établissement, on va dire, à leurs confrères ou à ceux qui vont devenir leurs confrères très rapidement. Donc effectivement, il y a un engouement, comme vous avez pu le voir, il y a même une certaine effervescence parce que tout le monde est content de pouvoir faire découvrir leur établissement qui est pour une grande famille finalement. Ce n'est pas simplement un établissement scolaire, c'est une grande famille. Ateliers, travaux et futurs projets, les élèves ont beaucoup travaillé pour proposer une telle présentation. Très motivés, les groupes se sont constitués afin de guider au mieux la visite de l'établissement, une démarche très appréciée par les collégiens. Je présente le collège avec les professeurs et les salles. Pourquoi ? Différentes salles. Pour montrer aux prochains élèves comment ça va se passer. Ça va se dérouler pour mettre un peu en confiance les prochains élèves et leur montrer un peu où c'est. Là, c'est la 2e année et ça va, ça se passe bien. Tu penses que ça apporte quoi finalement aux futurs collégiens ? Qu'ils sachent, qu'ils ne soient pas perdus dans leur année de 6e, dans les salles et tout ça. Cette année, la journée Portes ouvertes aura permis de mettre l'accent sur les langues. Un aménagement de la section anglais, découpé en 3 nouveaux niveaux, est désormais disponible. Et grande nouveauté au programme, l'apprentissage du russe sera également disponible en option dès la 6e. Nous nous rendons à la Maison de l'Amérique latine, à présent à la découverte des œuvres de l'artiste brésilienne Cristina Oiticica. Alexandra Pani vous plonge dans son univers. Après Cuba, El Salvador et le Panama en mars dernier, c'est une artiste venue du Brésil que la Maison de l'Amérique latine nous propose de découvrir. Cristina Oiticica présente ici ses toiles de grand et petit format autour du thème de la nature et du mystique. Le genre féminin est à la source même de son inspiration, de ses obsessions quasiment, on va dire, et même au niveau des symboles, etc., on retrouve énormément évidemment le genre féminin. Une feuille est tombée sur une toile, et elle a beaucoup aimé cette influence de la peinture sur cette feuille. Et à partir de là, elle a commencé à travailler en effet dehors, en donnant quelque part ses œuvres, en offrant ses œuvres à la nature, près d'un fleuve, près d'une rivière. Et après, un peu plus loin, parce qu'elle est aussi une pèlerine, elle a fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en 90. Et là, elle a découvert qu'en fait, son travail est en effet lié à la nature, de créer comme une complicité avec la nature. Et commence le travail, la nature le finit. Et c'est à partir de là qu'elle a commencé à enterrer même ses œuvres dans la terre, créer une gestation tellurique. Vous voyez, on retrouve le genre féminin dans la gestation. Et ce travail qui est fait est un retour à la terre comme une terre fécondante. Et là, on retrouve évidemment le thème de la mère, de l'Immaculée Conception. On dirait aussi en Amérique latine la Pachamama. Elle travaille en étroite collaboration avec son mari, qui n'est autre que l'écrivain sud-américain Paulo Coelho. Ensemble, ils ont conçu l'un de ses symboles, le guerrier de la lumière. Depuis quelque temps, l'artiste a choisi d'intégrer des matériaux plus résistants, tels que les métaux, dans ses œuvres.
Maintenant, elle travaille aussi, il y a des exemples intéressants d'un travail maintenant sur des matériaux plus durs, comme le cuivre. Et là, évidemment, clin d'œil, puisque le cuivre, vous savez, avait chez les alchimistes le symbole O, qui est le symbole de Vénus, qui est le symbole d'Aphrodite, encore une fois du genre féminin. Le travail de Cristina Watikika est à découvrir à la Maison de l'Amérique latine jusqu'au 10 mai. Football, l'AS Monaco se déplace samedi à Rennes, match comptant pour la 33e journée de Ligue 1. Une victoire et Monaco confortera encore plus sa place de deuxième et donc une accession vers l'Europe. Frédéric Hélion. Malgré les rumeurs concernant son éventuel remplacement en fin de saison, Claudio Ranieri est en passe de remplir son objectif principal, terminé à la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. À 6 journées du terme de la saison et avec un calendrier plutôt favorable, Monaco possède toujours 6 points d'avance sur Lille, 3e. Pourtant, de nombreux noms ont circulé ou circulent encore, José Mourinho, Paolo Bento ou plus récemment Zinedine Zidane. Des rumeurs qui ne déstabilisent pas l'entraîneur italien. Zizou veut entraîner, donc je pense qu'il pousse beaucoup, mais pour nous c'est important d'être concentré. Les rumeurs sont rumeurs. C'est important de vendre le journal, donc j'entends. Et aussi il y a quelqu'un qui pousse pour venir ici, et c'est normal. Je pense que 2 ans en arrière, personne ne va venir ici, non? Maintenant tout le monde va venir ici, donc c'est bon pour moi, c'est bon pour Monaco. Menacé il y a encore quelques journées, Rennes a désormais une marge confortable, 9 points sur le premier relégable Valenciennes. Mais attention à cette formation bretonne qui marche bien en ce moment. Très en forme, plus que nous, parce que les derniers 4 matchs, ils ont gagné 3 fois et un match nul. C'est une bonne équipe qui a eu des hauts et des bas, mais maintenant c'est très bon, très convaincu. Ils ont bon attaquant. Donc, nous devons faire un grand match. Touché à la cuisse à Lyon, Layvin Kurtzava s'est entraîné normalement cette semaine et devrait faire son retour à Rennes. Auteur d'une grosse saison, le latéral gauche est impatient de retrouver les terrains. Ça a été un peu difficile, parce que j'avais envie de revenir vite. Mais bon, j'ai suivi les matchs à la télé et au stade quand ils jouent à domicile. Et voilà, aujourd'hui je suis prêt, j'espère que je serai dans le groupe ce week-end. Victime d'une gêne musculaire, James Rodriguez a été ménagé cette semaine, excellent ces derniers temps. Le Colombien sera en mesure de tenir sa place samedi. Et puisque l'on parle de sport, ce samedi débute le tournoi de tennis, le Monte Carlo Rolex Master. Quel temps va-t-il faire ce week-end et puis ce début de semaine? Voici la météo. Samedi, le temps est un peu plus incertain que les jours précédents. Les nuages seront bien présents, voire même épais, sans dégradation importante. Les températures de 15 à 17 degrés. Dimanche, une amélioration. Le soleil sera un peu plus présent et les températures agréables de 14 à 18 degrés. Lundi, prolongement de la période de temps sec et largement ensoleillé, compté de 14 à 19 degrés. Et enfin mardi, le soleil sera assez doux avec des températures semblables à un mois de mai. Il fera de 15 à 20 degrés. Et puisque je vous ai parlé du Monte Carlo Rolex Master qui débute ce samedi avec les qualifs, sachez que nous serons sur place comme chaque année pour une émission quotidienne avec les résultats, les à côté du tournoi. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.